tant de chevaux à la langue pendante. Tu Yaras, on t'écoute. Merci. Je ne connaissais pas Mandin. Je l'ai découvert par ses textes. C'est peut-être mieux. J'ai découvert sa poésie par un heureux hasard, on va dire. Mais les hasards sont des coups de dés. Dans la distance, dans le silence, j'ai tout de suite conversé avec ces mots, parce que c'est un peu mon métier, avec cette langue qui me semble si plastique, ouverte à l'insolite, sans tabou, que l'on parcourt déjà dans Réminiscence ou Capharnaüm, et qui m'a séduit, touché, qui m'a fait découvrir un poète authentique. Je suis assis à sa gauche ce soir, à la gauche du maître, j'en suis honoré, heureux, et je l'ai enfin rencontré. Néanmoins, ce soir, je veux parler d'inutile. Cette présentation est une ébauche d'un article, plus courte, rassurez-vous. Et plus exactement, moi je viens dire comment Inutile me parle ou nous parle, parce que je crois que la poésie c'est aussi fait pour ça. Bien sûr, vous allez retrouver dans cette présentation des éléments qui m'ont troublé d'ailleurs, parce qu'on ne s'est pas concerté avec Ikuko, mais qui sont redondants. Et finalement, c'est plutôt intéressant. À propos de ce recueil, on peut partir d'un postulat, de ce postulat, de ce titre. À partir de ce titre, surtout, son déterminant, qui en fait un mot ouvert à tous les possibles. C'est aussi important à la poésie, me semble-t-il, et qui est évoqué, page 111 dans le livre, ce tout, ce mot qui renvoie aussi aussitôt à son antonym. En effet, ces adjectifs qui apparaissent vers le Moyen-Âge, vers le XIIe, s'opposent et présentent d'un côté ce qui est avantageux par opposition à ce qui ne l'est pas. Particulièrement, comme l'a dit Foucault, dans le domaine mercantile, le domaine du droit, et même du droit religieux. L'utile est le vin, mais le profit, la valeur, la possession, l'usufruit, l'appropriation ou la cupidité sont les fondements d'une sorte d'édifice abstrait que représente l'utile. Autant dire que ce concept est une invention mercantile qui peut paraître parfaitement arbitraire. D'ailleurs, Montaigne écrivait « Il n'y a rien d'inutile dans la nature, non pas même l'inutilité. » Mondin, il nous demande comment aborder l'utilité, et je mets un point d'interrogation pour ce mot, d'un sourire, d'un regard, d'un poème, sans finalement l'inutilité de ce qui les motive, de ce qui s'y rattache. On a alors rapidement le sentiment, à la lecture et à la relecture, car un recueil, il faut le lire, le relire, s'en pénétrer, lire, avoir même une lecture transversale, on n'est pas obligé de l'ouvrir en suivant les pages, pas du tout. On a alors le sentiment, disais-je donc, qu'il n'y a pas de séparation entre l'utile et l'inutile. Page 109. C'est une goutte d'air liquide entre l'utile et l'inutile que le poète vise fréquemment. Cependant ainsi, il se place entre. Dans le recueil, par exemple, l'avantageux n'apparaît pas plus que le nuisible. Ce sont des mots qui n'existent pas dans ce texte. Et s'ils ne sont pas utilisés, est-ce à dire qu'ils sont inutiles? Mais l'important bestiaire qui est présent dans l'ensemble de l'œuvre renvoie néanmoins, comme l'a dit aussi Ikuko, à des figures traditionnelles de l'inutile. La vipère, l'araignée, le rapace, les insectes et d'autres.
les superstitions et autres les ont inscrites dans l'inutile. Mandan les fait renaître, les projette, pour construire finalement une immense métaphore de l'écriture poétique. Le mouvement, le glissement, des liens qui se tissent, s'éparpillent, s'envolent, un verbe récurrent, auquel on peut ajouter aussi les utilisations symboliques de ce vol, le papillon, l'oiseau, ce papillon qui est du reste sur la langue, ou de la libellule qui court le risque jusqu'à se perdre sur une croix presque reliquaire dans la représentation magistrale du poème, page 53. Ainsi pour Mandan, le poème est une aventure. C'est dans la même page. Sans doute aussi, et il me le semble, pour invectiver le lecteur. Il faut alors que les pharaons, on retrouve la dérision, disparaissent. Et retrouver une forme de renaissance, quitte à gommer, c'est un mot qui revient souvent et qui est étonnant, s'il le faut, afin aussi de perdre la page suivante. J'ai adoré cette expression, nous dit le poète, car cette perte est toujours créatrice par conséquent. D'autre part, cette antinomie que le titre implicitement suggère, chez un poète qui admire l'œuvre de Baudelaire, fonde également une caractéristique principale de l'écriture de Mandan. La contradiction est partout, mais pas comme chez Baudelaire. Les contraires se multiplient, se croisent, s'épousent. Le sucre, le sel, le noir, le blanc, l'ombre, la lumière, le centre, le contour, le silence, le son, le minéral, le végétal, etc. Et même pour le fameux poème des 4 saisons, moi qui suis un grand admirateur de l'île, même la disposition typographique de cette page révèle ces oppositions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cela s'ajoutent toujours des transitions. Le gris, qui est omniprésent, peut s'inscrire entre le noir et le blanc. Par exemple, il touche tout le monde, l'humain, la femme, l'homme. Le tronc, qui était à la fois un centre et un contour. La pierre végétale. Il y aurait certainement beaucoup d'autres exemples. Ainsi n'est, me semble-t-il, tout ce qui touche, et ce que j'aime dans cette écriture, à la nuance, à l'incertain, au doute, au soupçon. Tout un lexique très riche, finalement, de l'inattendu. Page 37. Ça a été lu tout à l'heure, je le répète. Ceux qui ne s'attendent pas, ceux qui ne s'espèrent pas, qui se déroulent devant nos yeux. D'ailleurs, chez Mandan, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, pas de majuscule, pas de virgule. Il y a ce qui se déroule et s'enroule dans le mouvement continu, dans l'anodin, vers l'insolite, de l'on-dit, de l'inutile. Il a cherché dans tout le recueil à détourner justement tout ce qui pourrait avoir un rapport avec une norme. Les poèmes sont au centre ou à droite. La ponctuation est absente. Lorsqu'elle est présente, elle est là pour suivre. Certains motifs récurrents de l'œuvre semblent confirmer d'ailleurs cette impression. Je vais en prendre quelques exemples. La valeur polysémique de l'ombre, que j'ai aimé aussi. Une ombre pure, humide, sensuelle, féminine. Une quiétude recueillie, mouvante, davantage que la lumière. Cette amante de la lumière. Ou encore, autre exemple, il en a parlé beaucoup, j'en parlerai peu, l'utilisation redondante des silences. Deux expressions qui m'ont touché, qu'on pourrait mettre ensemble. Page 25. Elle disait le silence. Mais on ne sait pas qui est elle. La langue, peut-être. Ou plus loin, cette interrogation stoïque.
Le silence, c'est donc se taire. Page 39. N'est-ce pas là finalement toute la problématique, là encore sous une forme métaphorique, de la création poétique dans cette œuvre? Il y a un autre aspect qui me paraît fondamental dans la démarche du poète, dans son imaginaire, qui vise à considérer tout ce qui a trait finalement à une relation constamment recherchée, à une ouverture vers tout ce qui touche. Et moi, ça m'a touché. Ainsi, bien sûr, le regard, qui est omniprésent, les sensations visuelles, il y en a partout. De même que la main. La touche, chez Mandin, est à la fois un contact et un élément pictural. Ce que confirme d'ailleurs un important vocabulaire renvoyant aux arts plastiques. Le trait, la ligne, l'outil du peintre, le dessin, je cite tout ça, fusain. Carton à dessin, et carton à dessin qu'on peut entendre aussi avec EIN. La touche est le complément symbolique de la langue. De plus, elle est très souvent un moment privilégié qui crée l'émotion. À l'image de l'admirable poème de la page 41, voilà le moment. On lira peut-être tout à l'heure. Les points sont, si je puis dire, des points ouverts. L'interrogation, l'exclamation, la suspension, donc la recherche de la relation, qui s'ouvre toujours davantage, comme l'image qui se prolonge dans l'ensemble du recueil et qui va de la ligne au delta. L'absence du jeu n'empêche pas, quoi qu'il en soit, me semble-t-il, sa présence implicite. Il y a les désinences des verbes. Mais le tu, le toi, est utilisé, lui, explicitement. Les tourneries injonctives, à l'impératif, une qui est déjà célèbre, laisse l'inutile guider tes choix. Page 27, ou à l'infinitif, faire cesser, ne s'occuper, ne suivre, sont aussi très employés. À tel point que vers la fin du recueil, mais il y en a aussi avant, on trouve beaucoup d'aphorismes, ce qui peut paraître étonnant dans un discours qui fait l'éloge, finalement, de l'inutile. Il cultive aussi le paradoxe. Mais l'humour, la dérision, sont aussi caractéristiques de cette écriture, comme l'a dit Foucault, avec raison, me semble-t-il. L'homophonie, les inversions, les calembours, le jeu de mots en font partie. Par exemple, l'expression « les pieds en viennent au rime », je ne sais plus quelle page, excusez-moi, semble ironiser sur l'utilité, je mets encore un point d'interrogation, du vers traditionnel aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais dire le cheminement chez Mandin et dire que je connais Mandin. Je ne l'ai rencontré qu'hier. Pour ce poète, il faut finalement, peut-être, en tout cas, ce qu'on peut tirer de ce recueil magnifique, il faut entendre ce qui ne s'entend pas, embrasser ce qui ne s'embrasse pas, toucher ce qui ne se touche pas, non pas parce que cela ne s'entend, ou ne s'embrasse, ou ne se touche, mais parce que l'utile nous a habitués, sans doute, à ne pas le faire. Je pourrais le définir avec un vers d'un grand poète, Antonio Ramos Rosa. La construction du poème, c'est la construction du monde. Alors, cher poète, si vous me le permettez, je terminerai cette analyse en vous citant, en paraphrasant ce vers au détour d'une page perdue que vous retrouverez, j'en suis convaincu. Je suis heureux d'être ce lecteur-là. Merci. Merci. Pendantes ont envahi ma nuque de leurs galons grinçants, tant de marées